Activité 5. Énergie propre, traitement des déchets, aménagement du territoire, l'environnement est un secteur porteur qui attire et recrute. Mais face à la quantité d'offres de formation, comment choisir celle qui correspond le mieux à votre projet et vous garantit un emploi durable? Certains voient en lui un Eldorado économique, ou carrément le vivier d'emploi de l'avenir. L'environnement est un secteur porteur, renvoyant à des spécialités: climat, biodiversité, économie d'énergie, traitement des déchets, bâtiments, transport, qualité de l'air, et à des métiers nombreux et extrêmement diversifiés: technicien forestier, animateur nature, ingénieur analyste de l'air, hydrobiologiste, agent de station d'épuration. On y note à la fois une création d'emplois nouveaux et un verdissement de métiers déjà existants, comme dans le bâtiment, l'industrie ou la logistique. Après le Grenelle de l'environnement lancé en 2007, une révolution verte doit être menée, avec plus de 500 000 emplois créés entre 2009 et 2020, selon Jean-Louis Borloo, alors ministre de l'écologie. Seulement, la crise a freiné le processus. Faut-il donc se lancer tête baissée dans ces filières? Beaucoup de ces métiers sont vocationnels, à forte image de marque, et attirent énormément. Les jeunes espèrent travailler dans la nature, observer des animaux, œuvrer au bien commun. Or, on se retrouve rarement sur le terrain. On travaille 50 heures par semaine et souvent dans un bureau, surtout occupé à des tâches administratives. Le secteur connaît cependant un problème de taille. Le Centre d'études et de recherche sur les qualifications notait en juillet 2011 un décalage entre les aspirations des étudiants et les programmes de formation d'un côté et la réalité du marché de l'emploi de l'autre. Beaucoup d'étudiants se forment par exemple au développement durable, alors que très peu de postes sont disponibles. Avant de choisir son cursus, il faut donc se renseigner précisément sur la profession souhaitée, via des stages ou du bénévolat notamment, afin d'évaluer au mieux les compétences et diplômes demandés. Activité 6. Dans le futur, grillons, vers ou chenilles pourraient devenir une précieuse source de protéines pour une humanité de plus en plus nombreuse. Toujours à la recherche de nouvelles sources de protéines animales, certains chercheurs se tournent vers les insectes. Manger des insectes suscite toutefois beaucoup de répulsion en Europe, alors qu'ils sont beaucoup plus propres que les crevettes, par exemple. Mais ce n'est pas le cas partout. Plus de 1350 espèces d'insectes sont consommées dans une centaine de pays. Il s'agit dans presque tous les cas d'espèces sauvages ramassées en forêt ou dans les champs. C'est en Thaïlande que les recherches sont les plus avancées dans le domaine des insectes pour l'alimentation humaine. Quelques élevages existent déjà. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, qui a une antenne là-bas, fait tout pour que ce genre de nourriture ne soit pas délaissé au profit de la viande, mais qu'au contraire, il soit encouragé. Les grillons et les sauterelles, ainsi que les vers à soie, les vers de farine et les charançons sont parmi les espèces intéressantes pour l'élevage et la consommation humaine. Les fourmis, surtout les fourmis tisserandes, ainsi que plusieurs espèces de mouches qui se reproduisent rapidement, paraissent elles aussi prometteuses. En matière d'élevage, les recherches conduites en Thaïlande ont déjà permis d'améliorer la productivité. Elles visent en priorité à mieux connaître le cycle de vie de chaque espèce, les températures et les plantes favorables à leur développement. À long terme, la génétique pourra apporter sa contribution, mais on n'en est pas là, reconnaît Patrick Durst, un haut responsable de la FAO. Il faudra d'abord que la demande augmente ou peut-être une crise alimentaire majeure. En attendant, les insectes pourraient aussi être employés comme ingrédients dans des sauces ou des biscuits, ou même transformés directement en farine. Activité 7. Le philosophe Emmanuel Jaffelin vient de publier L'éloge de la gentillesse aux éditions François Bourin. Un livre d'actualité en cette journée internationale de la gentillesse célébrée chaque année le 13 novembre. Pour l'auteur, la gentillesse n'a pas la reconnaissance qu'elle mérite. Méprisée par l'élite et les intellectuels, la gentillesse est aujourd'hui reléguée au rang des petites vertus. Son histoire est celle d'un discrédit. Née dans la noblesse romaine, dénigrée dans le christianisme, réhabilitée à la Renaissance, elle s'étiole comme une fleur fanée dans la démocratie marchande. Le contraire de la gentillesse, ce n'est pas la méchanceté, mais le cynisme. Après avoir reconstitué,
Au fil de siècles de culture antique et chrétienne, le destin de la notion de gentillesse, oubliée des philosophes et méprisée socialement, Emmanuel Jaffelin l'érige en valeur positive et lui redonne sa noblesse. Parce qu'elle permet de s'anoblir soi-même, par petites touches au quotidien, en oubliant son ego et en s'ouvrant à autrui. Parce qu'accéder à la gentillesse est une action morale à la portée de tous, qui n'a pas les exigences inatteignables de la perfection des saints. La gentillesse que célèbre Emmanuel Jaffelin s'exerce en effet quand on veut et quand on peut. La gentillesse, la vraie, qui n'est ni attitude naïve ni affectée, perd alors définitivement de sa connotation de faiblesse pour se transformer en force douce. Activité 8. Et maintenant notre rubrique Idées pour le week-end. Alors Myriam, qu'est-ce que vous nous proposez? Une visite dans un lieu de prestige, un lieu merveilleux. Le buffet de la gare de Lyon, le Train Bleu, inauguré le 7 avril 1901 par le président de la République Émile Loubet. La gare de Lyon fait partie de l'immense effort d'urbanisme qui a accompagné l'exposition de 1900. Si l'extérieur évoque discrètement la belle époque, c'est à l'intérieur, dans les salles du buffet, que subsiste le témoignage le plus intact, le plus saisissant du style 1900. Offert par la compagnie PLM à la gare de Lyon, ce buffet qu'elle voulait sublime est à l'image du Paris de ces années-là, où le luxe s'affichait comme un art. Les salles immenses, aux lambris dorés, aux banquettes et fauteuils de cuir et aux tentures pourpres, ainsi que les lustres de cristal, constituent un décor représentatif de l'art pompier. Mais ce sont les peintures qui frappent surtout le visiteur. Au nombre de 41, elles illustrent les sites du réseau PLM et aussi des événements de 1900. Tout naturellement, les 3 plafonds de la grande salle représentent les 3 villes les plus importantes, celles dont les initiales forment le nom de la compagnie et du réseau ferroviaire, Paris, Lyon et Marseille. Les 2 grandes salles, Réjane et Dorée, ainsi que les salons tunisiens et algériens classés monuments historiques en 1972 par André Malraux, ministre de la Culture, ont pu ainsi échapper de justesse à la démolition. C'est en 1963 que le buffet de la gare a été rebaptisé Train Bleu, en l'honneur du mythique train Paris-Vintimille. Ce n'est pas un hasard si beaucoup de personnalités célèbres des arts et des lettres ont été des habitués de l'endroit. Pour un brunch le dimanche matin, un thé ou un café gourmand l'après-midi, un bon déjeuner ou un dîner, rendez-vous au Train Bleu. Régalez-vous de son excellente cuisine de brasserie et de son merveilleux décor. Activité 9. Une bonne cuisine se fait avec de bons produits. Mais comment se retrouver dans tous les logos qui s'affichent sur les emballages alimentaires? Que garantissent-ils vraiment? Au rayon alimentaire, les normes officielles en vigueur, en France et en Europe, permettent de se fier à des produits répondant à des critères de qualité précis. C'est ainsi que l'AOC française, appellation d'origine contrôlée, désigne un produit dont toutes les étapes de la fabrication, la production, la transformation et l'élaboration sont réalisées selon un savoir-faire reconnu dans une même zone géographique qui lui donne ses caractéristiques. C'est le cas du champagne ou du roquefort. L'appellation d'origine protégée, AOP, est l'équivalent européen de l'AOC. Elle protège le nom d'un produit dans toute l'Union européenne. Comme l'AOC, tout le monde connaît le label rouge. Identifiable à son logo vermillon, il désigne des produits qui, par leurs conditions de production ou de fabrication, ont un niveau de qualité supérieur par rapport aux autres produits similaires. Il couronne par exemple les volailles, les charcuteries, le saumon fumé, les fromages. Mais il n'est pas le signe d'un terroir. Autre sigle communautaire, l'IGP, indication géographique protégée, concerne des aliments aux caractéristiques liées à un lieu déterminé, où ils sont au moins produits ou transformés. Contrairement à l'AOC, l'IGP n'implique pas que toutes les étapes de production soient réalisées dans une même zone géographique. Les produits portant le logo européen STG, spécialité traditionnelle garantie, certifient le respect d'une recette et d'une méthode de fabrication traditionnelle, comme la mozzarella italienne ou le jambon serrano espagnol. Quant au logo bio européen et au logo AB, alimentation biologique, ils garantissent que le produit est issu d'un mode de production respectueux de l'environnement et du bien-être de l'animal. Évidemment, tous ces labels impliquent parfois pour les consommateurs des tarifs plus élevés. Ce n'est pas nouveau, la qualité a un prix.
Activité 10. Nous recevons aujourd'hui dans notre studio Pierre Lavergne, un des participants du mondial de la pétanque en juillet dernier à Marseille. Il va nous parler de ce jeu populaire. Tu tires ou tu pointes? C'est la question capitale dans le jeu de la pétanque. Dans une équipe, peu importe si c'est une doublette ou une triplette, il faut avoir des spécialistes. Le pointeur lance sa boule pour la rapprocher le plus possible du but. Le geste n'est pas très spectaculaire, mais ô combien important. Le tireur lance sa boule pour chasser une boule adverse qui se trouve trop près du cochonnet. Un claquement de métal retentit quand la boule tirée prend la place de la boule adverse. C'est le carreau, le tir le plus remarquable et le plus admiré qui puisse se faire. La pétanque a été inventée en 1907 à La Ciotat, près de Marseille. Jules Lenoir, souffrant de rhumatisme, n'arrive plus à jouer au jeu provençal, qui demande aux joueurs de faire 3 pas de course avant de lancer leur boule à une distance comprise entre 15 et 21 mètres. Il trace un cercle devant le café, garde les pieds tankés, c'est-à-dire joints, et joue tranquillement les sphères en bois sur un terrain réduit à 15 mètres maximum. Les propriétaires de l'établissement, les frères Ernest et Joseph Petiot, comprirent vite l'intérêt du jeu simplifié. En 1910, le premier concours officiel de pétanque est organisé à La Ciotat. Les règles n'ont guère changé par rapport à la longue, le jeu provençal qui est toujours pratiqué dans le sud de la France. Prenons le mondial La Marseillaise, le plus grand concours du monde qui rassemble aujourd'hui plus de 14 000 joueurs du monde entier. Cette fête populaire, qui réunit amateurs et professionnels à Marseille début juillet, se joue en triplette. 3 joueurs contre 3, chacun avec 2 boules. Le pointeur envoie le bouchon, de préférence en bois de buis, à une distance de 6 à 10 mètres du cercle tracé et lance sa première boule. L'équipe adverse doit placer la boule en métal d'un poids entre 650 et 800 grammes, le plus près du cochonnet pour reprendre le point. Tu tires ou tu pointes? C'est là que la question capitale se pose. Les professionnels écartent tout de suite une boule dangereuse d'un tir puissant. Les amateurs se contentent de glisser la boule plus près du but par un pointage astucieux en roulant ou en plombant la boule. La partie se gagne en 13 points. Une belle finale du mondial La Marseillaise peut durer facilement 3, 4 ou 5 heures. Mais la question « tu tires ou tu pointes » ne se pose pas seulement à Marseille. Loin de là. La pétanque est un sport populaire qui se pratique partout, dans toutes les villes et les villages du sud de la France, sur des boulodromes, des places, des parcs ou même des chemins. Les terrains de légende existent toujours, comme la place des Lys à Saint-Tropez où Henri Salvador s'adonnait à son jeu préféré. Comme le berceau de la pétanque à La Ciotat qui a été grignoté par les promoteurs de l'immobilier, mais qui sert toujours le pastis pour les compétitions des autochtones. Activité 11. Moule en silicone, boîte, film alimentaire, très présent dans les cuisines jusqu'à ces dernières années, les plastiques n'ont plus la cote. Il y en a pourtant de meilleurs que d'autres. Selon leur composition, les boîtes en plastique libèrent ou non des composés toxiques, surtout au contact de liquides chauds ou de corps gras. Pour vous y retrouver, cherchez les numéros peu visibles qui se trouvent sous ces récipients. N'hésitez pas, jetez les numéros 1 en PET, les 3 en PVC, les 6 en polystyrène, les 7 en polycarbonate, car leurs additifs ont tendance à migrer, à passer dans les aliments. Jetez aussi toute boîte rayée, fendue ou décolorée. Vous pouvez garder les numéros 2 et 4 en polyéthylène, qui supportent bien le froid du réfrigérateur, et le 5 en polypropylène, qu'il est préférable de ranger dans les placards à température ambiante. Préférez donc les boîtes en acier inoxydable ou encore les bocaux en verre. Le film alimentaire peut être à base de PVC. Il contient alors des phtalates qui migrent au contact des corps gras. S'il est en polyéthylène basse densité, il est moins nocif. Jetez tout produit gras en contact prolongé avec un film plastique, surtout s'il a été exposé à la chaleur. Préférez le papier sulfurisé non blanchi ou une assiette retournée pour servir de couvercle. Les moules en silicone sont également très utilisés par les cuisinières. Cependant, une enquête réalisée en 2004 a révélé que 44 échantillons analysés sur 81 posaient des problèmes de sécurité alimentaire. Jetez les moules qui contiennent du peroxyde.
substance souvent utilisée en Chine et encore autorisée en France, alors qu'elle est interdite en Suisse et en Allemagne. Pour savoir si vos moules en contiennent, pincez-les. Si une pliure blanche apparaît, c'est mauvais signe. Vous pouvez garder les modèles qui portent la mention silicone platinium, capable de résister à des températures de 260 ou 280 degrés Celsius sans lâcher de composés indésirables. Préférez les moules en porcelaine blanche, en pyrex non coloré ou encore les caissettes en papier. Activité 12. Rémi Besançon pose cette fois un regard gentiment sarcastique sur le monde de la littérature en adaptant librement le livre éponyme de David Fuenquinos. Séduit par l'existence du littéraire, qu'est la bibliothèque des livres refusés, créée en 1990 à Vancouver par le Canadien Richard Brotigan, celui-ci l'utilise comme toile de fond de son roman. C'est à Crozon, situé dans ce bout de terre du Finistère, qu'il l'installe. Le réalisateur et sa co-scénariste prennent toutefois quelques libertés avec l'histoire originale en concentrant leur récit autour du personnage principal, le critique littéraire Jean-Michel Rouche. Delphine Despéraud, jeune éditrice, vient passer quelques jours de vacances dans cette sereine bourgade bretonne en compagnie de son compagnon, un écrivain en quête de reconnaissance. Elle vient rendre visite à ses parents. Son père lui suggère alors la visite d'un bâtiment qui fait la gloire de la petite ville, une bibliothèque avec pour particularité de proposer aux lecteurs des ouvrages recalés par les éditeurs. Parmi tous ces textes, l'un d'eux retient l'attention de la jeune femme. Il s'agit de « Les dernières heures d'une histoire d'amour », signé Henri Pic, plus connu pour les pizzas qu'il a confectionnées toute sa vie que pour ses talents d'écrivain, et que sa femme Madeleine décrit comme un homme taciturne et peu enclin à la lecture. Pourtant, elle décide de croire au miracle jusqu'à ce que son acharnement à défendre cette découverte insensée se heurte au scepticisme d'un célèbre critique lors d'une émission télévisée. Jouant avec les codes du polar, le récit nous entraîne dans une enquête sans cadavre ni flic. Le but n'est pas de trouver qui a tué, mais qui a écrit. L'enquêteur à qui Fabrice Lucchini apporte sa légèreté n'est pas un professionnel. Cette imposture littéraire excite son imagination qui l'embarque dans de nombreuses situations cocasses. La mise en scène au rythme alerte et des dialogues percutants parsème le film d'un humour primesautier. Le duo Camille Cotin-Fabrice Lucchini fait le sel de cette comédie, qui, si elle rend hommage aux amoureux des livres et célèbre le pouvoir des mots, reste avant tout un divertissement intelligent. Activité 13. De Greta à Anita, il n'y a qu'un pas. L'ombre de la militante suédoise Greta Thunberg plane sur #Anita, un court-métrage, réalisé par Félicien Bogarts, présentateur du JTR, émission web indépendante sur l'actualité environnementale, Ilias Sfar et Arnaud Huck, qui a été mise en ligne dimanche 15 septembre sur la chaîne YouTube du Biais Vert et la plateforme Imago TV. Même visage poupin, même fragilité à fleur de peau et surtout ce même regard grave, inquiet, qui personnifie à lui seul l'urgence du réchauffement climatique. Si elle n'a pas les nattes de Greta Thunberg, son double de fiction, interprété par la jeune actrice belge Fantine Ardern, partage son combat. Le film, de 13 minutes, déroule le quotidien de sa jeune icône sur moins de 24 heures, de son entretien avec le think tank Thinkerview à son allocution devant un parterre de décideurs politiques. Cette unité de temps empruntée aux tragédies classiques, tout comme le choix de personnifier à l'écran le fatum, rend d'autant plus perméable le mal-être de cette vraie petite fille épuisée par son exposition médiatique. Face à des adultes caricaturaux, au mieux profiteurs, au pire indifférents, Anita semble prêcher dans le vide, avant d'opter pour une solution aussi radicale que choquante, pour enfin transmettre son message. L'idée n'était pas, et l'équipe du film s'en défend, de basculer dans le journalisme de fiction ou la chronique moralisatrice. #Anita se trouve dans la zone grise entre réel et fiction, précisent Félicien Bogarts et Arnaud Huck. Le court-métrage fait écho à ce que nous avons pu observer au sein des mouvements pour le climat,
comme leur instrumentalisation et leur récupération par des partis politiques ou certaines ONG. Nous voulions aussi montrer la violence du système qui fait reposer le poids du combat écologique sur les plus jeunes. Activité 14. Un geste désagréable, effectué dans l'intention de mêler l'insolence et le mépris. Peu diplomatique en tout cas, et qui ne vous disposera pas à la clémence. Visiblement, la personne couchée sur les 2 sièges, le dos tourné au couloir, n'a pas cru bon de s'inquiéter de l'arrêt du train. Les écouteurs sur les oreilles, une tablette à la main, elle est plongée dans la consommation d'un film auquel il paraît impensable de la soustraire. Profondément éloignée de l'éventualité d'imaginer que de nouveaux voyageurs sont en train de pénétrer dans le wagon, elle baigne dans une atmosphère de retranchement inexpugnable, saupoudrée de miettes de biscuits. Par malchance, elle occupe la place que vous aviez réservée. Un peu impressionné par son isolement résolu, vous vous y prenez à 2 fois pour vérifier le nombre inscrit sur votre billet. Pas d'autre recours. Vous finissez par lui tapoter l'épaule. Alors, c'est comme si elle tombait de la planète Mars. D'un mouvement maussade, elle enlève ses écouteurs. Quelle outrecuidance de l'arracher aux délices d'un chef-d'œuvre du 7e art, où les gros plans sur les narines des protagonistes tiennent lieu de communication subliminale. Toutefois, il semble qu'elle analyse bien vite la situation, pour quelqu'un qui était à 1000 lieues de l'envisager. Vous formulez le plus doucement possible l'information qui va la combler d'aise. Mais son horripilation est au-delà des mots. Elle lève le menton, et bientôt son regard balaie l'ensemble du wagon pour y trouver la confirmation de ce qu'elle espérait. Il y a d'autres places libres. Vous êtes un mauvais coucheur de lui dénier le droit d'être couché. Devant cette pantomime hostile, ce coup d'œil périphérique vulgaire et dédaigneux, quelque chose en vous se raffermit. Vous affirmez votre désir d'occuper votre place. Alors, elle lève le camp, en maugréant, en prenant tout son temps. C'est drôle. Vous vous sentez très serein à présent. Vous lui tendez même obligeamment son paquet de petits lus qu'elle abandonne d'un haussement d'épaule. Pas de vacances ensemble. On se consolera. Acte